C'est quoi une startup? C'est bien de travailler pour une startup? Ça rapporte d'investir son argent dans une startup? C'est quoi la startup nation au juste? Et d'ailleurs, quand est-ce qu'une startup arrête de s'appeler une startup et devient une boîte normale? Ce sont là des questions que je me suis toujours posées et je ne me suis jamais senti aussi pertinent que depuis que j'ai trouvé la réponse. Bosser pour une startup pendant 3 ans m'a bien aidé, mais c'est aussi et surtout les explications et la vision de mon ami Martin Charpentier qui m'ont énormément aidé. Martin, c'est le genre de gars qui adore apprendre des choses aux gens et à côté de sa vie de businessman à succès, il a toujours donné des cours. C'est un truc qu'il adore. Il en a même donné que vous avez adoré, ici même, sur cette chaîne. On s'est dit aujourd'hui qu'on allait tenter de partager avec vous tout ce qu'il y a à savoir sur les cycles de vie d'une startup, le capital venture, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux comment fonctionne l'écosystème français et donc par extension l'écosystème mondial. Avoir ce niveau-là de compréhension et d'altitude aide énormément dans toutes les étapes d'une carrière, alors si vous êtes chaud, accrochez-vous parce que Martin vous a préparé une présentation ultra stylée. Yo Martin, ça fait plaisir de te réavoir sur la chaîne, j'espère que tu vas nous raconter des trucs très stylés sur ces écosystèmes des startups, sur comment ça fonctionne, parce que je pense qu'avec le métier que tu fais, on peut te faire confiance, non? Je suis entrepreneur et j'ai 2 business. Le premier, c'est un business de service dans la tech, donc j'ai ce qu'on appelle un studio dans lequel il y a 30 personnes et qui travaillent pour des grandes marques françaises, des grands groupes français, des grosses scale-up, et on fait du design et de la tech globalement. Et j'ai une deuxième entreprise. La première s'appelle Source Paris et la deuxième s'appelle Source Ventures et c'est un fonds d'investissement qui investit des tickets de 100 000 euros dans différentes startups de l'écosystème français, européen, mais on est aussi ouvert à investir à l'autre bout de la terre, mais c'est plus compliqué. Donc je connais assez bien, si tu veux, l'univers et l'écosystème des startups parce que ça fait 10 ans que je baigne là-dedans. Fort de cette expérience-là, je pense que oui, tu es bien placé pour nous enseigner tous ces trucs-là aujourd'hui et je confirme que tu n'es pas un mytho parce que j'ai fait presque 1 an de taf dans Source la première quoi, et c'était un bonheur. C'était totalement un bonheur. Puis tu nous as lâchement quittés, et ça a mon grand désarroi. Mais pour le mieux, puisque aujourd'hui t'es là, t'as 120 000 abonnés je crois, donc je pense que les choix que tu as fait, je peux pas trop te les reprocher malheureusement. Donc l'idée de la vidéo ici, c'était d'aider un petit peu les étudiants, les gens en recherche de travail, les techs et plus généralement tous ceux qui souhaitent travailler dans l'industrie du numérique à comprendre en fait les différents stages des startups et les différents packages qui sont associés, puisque une startup, il faut comprendre que c'est quand même une niche d'entreprise particulière. Alors j'ai pas les stats, le pourcentage d'entreprises qu'on qualifierait de start-up, mais ça reste assez petit par rapport aux projecteurs qu'il y a dessus, au drama que ça génère, aux fails et aux réussites. Mais pour autant, c'est une voie très intéressante pour commencer sa carrière et puis accessoirement pour se faire beaucoup d'argent ou pour éventuellement tout perdre. Oui, il y a toujours ce facteur risque. Exactement, comme on dit en anglais, high risk, high reward. Aussi bien pour les gens qui créent la startup que ceux qui la rejoignent très tôt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on définisse bien le terme de startup. Une startup, c'est une société où les personnes qui travaillent dedans sont capables de réaliser plein de tâches à la fois. Par exemple, le fondateur ou les fondateurs des startups vont occuper 4, 5, 6, 10 postes différents alors qu'ils ne sont que 3. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des slashers. Moi, je préfère le terme de hacker. Mais en gros, qu'est-ce que fait une startup? Elle arrive en pleine mer et elle essaie de pirater les concurrents à travers de la vélocité, du multitasking et de la prise de risque. C'est ça une startup. C'est une bonne définition. Multitasking, du coup, c'est vraiment que chaque personne peut faire plusieurs métiers différents en fait. Le patron va pouvoir faire sales, direction, par exemple, tu vas PO. avoir une startup qui est tech, dans la tech, le CEO est très souvent soit un designer, soit un sales, soit un CTO, mais en plus il va s'occuper de l'aspect financier, il va s'occuper de superviser les premières équipes, il va s'occuper de l'aspect légal, il va s'occuper d'énormément de choses en fait. Et c'est ça qui rend une startup plus efficace qu'une autre entreprise, mais c'est quelque chose qui s'étend au-delà de la founding team. Les premières recrues vont être aussi recruter sur leur capacité à être polyvalent. Peut-être un truc qui pré-shot un peu ce que tu vas peut-être dire plus tard, mais en gros, plus vous allez vouloir vous faire recruter dans une startup jeune, plus on va attendre de vous d'être extrêmement polyvalent et de savoir faire plein de trucs, quoi. Voilà, donc une startup trop jeune, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Exactement. C'est tout, c'était mon petit grain de sel dans tout ce que tu voulais dire. Tu pré-shots totalement, mais... Eh bien, on peut passer à la suite, si une suite il y a. Quand on analyse les choses, en tout cas moi, j'aime bien analyser les choses par différents prismes, et notamment le prisme économique. C'est important de comprendre comment les startups, elles se financent, parce qu'elles ne se financent pas
comme une entreprise classique avec leurs clients, elles se financent avec des fonds privés. Et c'est ce qu'on appelle le venture capital. Et donc, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le métier des gens qui financent les startups dans lesquelles vous pourriez travailler. Les venture capitalistes, c'est des gens dont le métier est tout simplement d'acheter des actions dans une startup en espérant que ces actions demain valent plus cher. Donc, ils apportent des liquidités à la startup en faisant ça. Et la startup n'a pas besoin de se concentrer que sur la satisfaction client, mais peut prendre des risques, faire de l'innovation, etc. Et donc, aller viser la rentabilité à terme, à long terme et non à court terme. Les fonds d'investissement, il y en a différents stades. Il y en a qui opèrent très tôt, d'autres très tard. Et au milieu, il y a tout un panel de différents fonds. Et chaque fonds a une thèse d'investissement particulière. Il va investir dans un secteur particulier ou à un stade particulier. Donc en gros, c'est comme ça que les startups se financent pendant de très longues années. Oui, donc globalement, les startups sont pas rentables avant très très longtemps en fait. Il y a ce que tu disais, ce qu'on appelle le bleeding money. Elle saigne du cul de l'argent là comme ça tombe. Elle dépense pendant des années jusqu'à atteindre trois possibilités. Soit la rentabilité, soit la revente, soit l'entrée en bourse. C'est bon ça. La faillite. Ouais, la faillite, voilà, c'est ça. Et bien, ça compte quand même. C'est la majorité des cas. Un fonds d'investissement, ça a ce qu'on appelle une thèse, ça peut être sectoriel, etc. Mais ça aussi, dans sa thèse, inclut les probabilités de perte. Un fonds gagne sur 10 startups dans lesquelles il investit, il retourne son investissement, c'est-à-dire que il est bénéficiaire avec une seule startup. Et il prend le risque que les 9 autres vont lui rapporter soit x1, donc juste retourner l'argent qu'ils y ont mis, soit 0. Vous comprenez bien qu'une startup, elle a une pression importante pour que sur 10 startups, il y en ait une seule qui retourne le fonds. Il faut que la startup fasse au moins x10 en valeur après le moment où le fonds investit. Donc, il y a vraiment une exponentielle à aller chercher quand on crée une startup, ce qui est très difficile. Maintenant, ce qui est important, si on veut analyser une startup pour postuler dedans éventuellement, c'est super important de comprendre les différents stages des startups. Et ces stages, ils sont issus du jargon des VC dont on vient de parler. Petite interruption, un stage, on peut le traduire par un moment du cycle de vie d'une startup en fait. Voilà, il y a plusieurs étapes principales, on appelle ça un stage, voilà. Et on va voir qu'il y a pré-seed, seed, les différentes séries A, B, C, D, et après les 4 issues dont on vient de parler. Je t'ai spoilé, ce n'est pas grave, je donne un plan aux gens, c'est bien parfois aussi de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir un cap. Très bien, capitaine. Le premier stade par lequel passe une startup, c'est le pré-seed. Et en pré-seed, la startup, elle a pas d'argent, pas de produit, pas de clients. Donc, pour elle, c'est extrêmement compliqué de recruter. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens pleins de bonne volonté qui pensent être des entrepreneurs, mais qui n'ont pas les guts d'aller jusqu'au bout et qui sont pas prêts à sacrifier 2-3 ans de leur vie sans salaire. On parle des fondateurs, la founding team, 2-3 ans de leur vie sans salaire, avec un gros risque de se prendre un mur. Et donc, si vous souhaitez rejoindre une startup en pré-seed, il faut que vous ayez une confiance absolue dans les personnes qui l'opèrent, si vous souhaitez la rejoindre en tant qu'employé, parce que ils ne vont pas pouvoir vous payer très cher et ils vont vous demander énormément de travail. Et à ce stade-là, les mécanismes de stock option et de rémunération via le capital sont généralement pas en place non plus. Donc, vous prenez très gros risque à aller travailler dans une startup en pré-seed. Et souvent, vous va vous promettre monts et merveilles, des actions, décider ça, et puis vous n'aurez rien. Et comme on l'a vu, c'est un stade très très incertain et la boîte peut s'écrouler au bout d'1 an, quoi. Et donc toi, t'es venu, t'as sué comme un chien, t'as travaillé comme un fou pour eux. Et en fait, à la fin, tu te fais dégager comme du papier cul que tu regardes partir dans le fond de ta cuvette parce que tu tires la chasse. C'est l'image la plus précise possible, en effet. C'est exactement ça. Et donc, tu peux compter sur moi. Il faut être très picky quand on discute avec des gens et qu'on décide d'aller dans ce genre d'entreprise. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités à ce stade-là, mais c'est assez rare. D'autant plus que je vous ai dit, le principe d'une startup, c'est que sa founding team, elle est très polyvalente. Donc, si la founding team, très tôt, a besoin de recruter, c'est que potentiellement, il y a un problème. Voilà pour le stage précis. Donc, c'est un stade de startup où la startup a beaucoup de mal à lever des fonds, ce qui est normal puisqu'il y a énormément de risques. Donc, elle va généralement lever des fonds plutôt auprès des amis, de la famille, des connaissances. Avec la fameuse love money. Avec ce qu'on appelle de la love money, ouais. Exactement. Donc, le stade après le pré-seed, vous vous en doutez, c'est seed. À ce stade-là, c'est déjà plus intéressant et un peu plus safe de rejoindre une startup, mais il y a certains points que vous devez absolument comprendre. Je vous ai fait un petit schéma qui vous montre un petit peu l'évolution des startups. Une startup au stade de seed, elle a quoi? Elle a un produit qui est déjà sur le marché avec des premiers clients qu'on va appeler des early adopters. Et ce qu'elle va aller chercher, c'est un petit peu plus que le MVP, une V1 de son produit. Pardon, j'ai dit early adopter, mais soit des innovators, donc des gens qui sont vraiment très capables d'utiliser un produit qui n'est pas fini et qui est en cours de développement, ou des early adopters, des gens qui adorent l'innovation et qui vont préférer à une solution existante, une solution d'une startup. Donc vous le voyez ici, j'ai mis précis et seed dans la même courbe, mais j'espère que vous comprenez bien la différence entre le fait d'avoir des
des clients et de pas en avoir, d'avoir un produit et de pas en avoir. Ce qui est important pour vous, si vous souhaitez participer à l'aventure dans une startup à ce stade en tant qu'employé, déjà, il faut que vous compreniez que vous allez être considéré comme ce qu'on appelle des key people à terme. Parce que les premiers employés, généralement, deviennent les key people. Mais ça, c'est potentiellement un cadeau empoisonné pour vous. Parce que si vous êtes le premier tech, si vous êtes le premier sales, si vous êtes le premier marketeur, vous êtes prédisposé à devenir le directeur technique, le directeur commercial ou le directeur marketing, par exemple. Ou si vous êtes designer, le directeur du design. Mais ça peut être un cadeau empoisonné parce que si vous n'y arrivez pas, vous allez vous faire virer. Vous avez un double risque. Le premier risque, c'est que d'une part, la startup, elle se foire. Et donc, vous allez avoir dans ces startups-là un salaire qui est inférieur à celui du marché et donc vous perdez quelque part un peu de l'argent et votre temps si la startup se foire, puisque généralement ce salaire est compensé par des stock options, qu'on appelle des BSPCE en France et on en reviendra à la fin. Et deuxième risque, le risque de ne pas être à la hauteur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui a les capacités, l'envie et la volonté de rejoindre une startup aussitôt. Il faut avoir de l'ambition, des compétences et une capacité à prendre des risques. Ouais, parce que par exemple, moi j'ai rejoint ma précédente startup à l'étape du seed et c'est une étape en effet assez cavalière. J'aime bien cette expression, j'utilise souvent. C'est une étape cavalière dans le sens où, encore une fois, on l'a vu, on est en petit effectif, tout le monde fait beaucoup de choses à la fois, donc il n'y a pas encore la team bien structurée, etc. C'est ce qui permet d'avoir une vélocité rapide dans la boîte, c'est qu'il n'y a pas trop d'éléments, etc. Donc ça passe du CIO directement au développeur et en gros, t'as pas trop de specs bien écrits, etc. C'est le CEO, un matin il se lève, il se dit putain, ça serait bien de partir dans cette direction, vas-y, je passe un petit coup de bigot au dev, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, toi tu te démerdes pour le faire, etc. C'est très flexible, c'est très demandant, organique. C'est très organique, il y a une vélocité énorme, donc toi c'est passionnant, tu vois ton produit évoluer très très vite, t'as des nouveautés tout le temps, etc. C'est une vélocité que tu perds à mesure que la boîte devient grande, mais là à ce moment-là c'est trop bien, ça va vite et tout, mais par contre t'es fatigué, tu taffes comme un âne, et il y a ce risque que tout ce taf que t'as investi, comme tu dis Martin, soit tu finis par être un key people et t'as pas les épaules pour, donc tu te fais tège, donc bah t'auras travaillé pour rien, soit la boîte se foire et t'auras jamais rien en retour non plus, t'auras pas tes BSPCE, t'auras pas tes blablabla. Donc voilà. Double risque. Double risque. Double reward. Je ne suis pas en train de décourager les gens de se faire recruter dans ces startups, mais je suis plutôt en train de vous permettre d'avoir un prisme de sélection en fonction de vos capacités, de votre profil, de vos envies. Mais bien insister, en effet, que si ça marche, et si t'as les épaules pour assurer le truc, et que si la boîte se pète pas la gueule, eh ben, il y a des chances que t'auras un salaire de psychopathe à un moment donné, et aussi un retour sur investissement, enfin des parts, des trucs vraiment très fat, et dans ce cas, tu seras très très bien. Donc ça peut effectivement valoir énormément le coup. Et là, il y a un peu un facteur chance. Généralement, à ce stade-là, pardon Ben, Pre-seed, seed, il y a deux options d'incentive à la performance, donc c'est-à-dire non pas du salaire, mais des actions ou des options d'achat d'actions. La première, la plus intéressante, mais la plus challenging, c'est d'être intégré par la startup dans un statut qu'on appelle late founder. Donc, vous n'êtes pas un cofondateur, mais vous êtes considéré comme un associé de plein droit assez tôt, parce qu'indispensable. Et la deuxième option, c'est de faire partie des key people, donc des postes de direction. Et là, généralement, on vous donne des options d'achat à prix préférentiel, donc qui vous permettent d'acheter des actions dans le futur, lorsqu'elles vous donnent très cher, au prix du moment où vous êtes rentré dans la startup, où elle valait pas cher. Ça, c'est les BSPCE, on en reparlera. Et on fera les calculs, etc. pour que tout le monde comprenne bien. Je me permets d'enchaîner sans transition, Ben, sur un exemple, et pour que vous compreniez un petit peu les volumes financiers, les montants, etc. et les valorisations des startups. Moi, j'ai investi personnellement dans une startup que tu connais, Ben, puisque tu as aussi investi dans celle-là, qui s'appelle Manga.io, et qui est une startup qui est typiquement au seed stage, et qui compte dans ses rangs une petite quinzaine de personnes, dont la vaste majorité est clé pour le développement de la startup. La startup a levé 1,8 million d'euros depuis le début de sa création, et son dernier tour en seed, qui était une extension de son seed précédent, était de 1 million d'euros, et c'est celle à laquelle nous avons participé, toi et moi. Vous avez un petit peu une idée des capacités de financement de la startup. Un salaire de quelqu'un de qualifié en moyenne va coûter 100 000 euros par an, toutes charges comprises. Donc avec 1 million d'euros, je vous laisse imaginer combien de personnes vous faites vivre par an, et donc vous devez shipper. Livrer de la feature et faire avancer le produit pour convaincre éventuellement des gens de mettre de l'argent dans la série A qui arrive sur la slide d'après. Exactement, Ben. Et donc en série A, là, on commence à parler d'entreprises qui sont déjà beaucoup plus structurées, où vous allez avoir une véritable hiérarchie pyramidale. Alors même si tout le monde dit oui, le modèle horizontal, c'est très bien, ça empower les gens, c'est-à-dire que ça les encourage, ça les aide à s'émanciper, blablabla. En réalité, les modèles qui fonctionnent, c'est plutôt des modèles pyramidaux. Et donc vous allez avoir la founding team en haut de la pyramide, les key people, les directeurs qui ont été recrutés lors de la série A ou qui sont
sont des late founders ou employés historiques. Et ensuite, une couche beaucoup plus classique où vous allez avoir des postes plus spécialisés, plus faciles à occuper, avec moins de polyvalence, moins de pression. Néanmoins, en série A, la startup, elle doit toujours continuer d'envoyer pour être bankable, comme on dit, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à lever des fonds. Vous allez quand même en série A subir une pression quand même particulière. Elle sera pas aussi forte que sur les tours précédents, mais c'est pas non plus un taf de tourpeau. Mais à ce stade-là, en face de ça, vous avez généralement un salaire qui est confortable. Alors en ce moment, un petit peu moins parce qu'on a une crise des capitaux, donc il y a moins, les levées de fonds sont moins grosses, donc il y a moins de capital et globalement, vous le voyez, il y a des plans sociaux dans toutes les grandes entreprises tech, donc il y a plus de monde sur le marché. Mais néanmoins, en série A, vous pouvez espérer d'avoir un salaire au prix du marché et aussi continuer d'espérer d'avoir des stocks options. Même si à ce stade-là, la distribution d'options d'achat d'actions est beaucoup plus parcimonieuse déjà. Série A, donc ça devient OK de se faire recruter dans une CIA. Dans une série A, je veux dire. C'est le truc à peu près, on est bien, quoi. C'est le ventre, c'est le confort. C'est le confort, et c'est à ce moment-là que la startup va commencer à commercialiser. Vous le voyez sur ce schéma, ce que j'appelle World Product Solution, c'est-à-dire son produit cible avec l'ensemble de ses fonctionnalités. Vous êtes encore en train de shipper. Vous n'exploitez pas encore un produit qui est stable, mais vous allez chercher la totalité des fonctionnalités nécessaires à la réalisation du business plan de la startup et commencer à chercher ce qu'on appelle des users mass market, des utilisateurs mass market, donc le mass market, le gros marché. Donc voilà pour la série A. Et les séries, au final, ce qui se passe, c'est que tout simplement en série B, C, D, c'est juste de la croissance pure, mais pas forcément un pivot ou un changement de politique ou un changement de marché, comme il peut arriver, si vous voulez, dans la partie seed, où la startup se cherche encore. Là, il s'agit de faire levier sur le produit et sur les compétences des personnes qui sont dans la startup pour aller chercher de la croissance. Un exemple d'une startup, je n'ai pas investi dedans, mais j'ai travaillé avec elle, avec ma boîte de conseil, qui est Dalma, une startup qui fait de l'assurance pour les animaux de compagnie et qui a levé 15 millions en série A et qui a totalisé 17 millions d'euros levés depuis sa création. Donc, vous voyez que je parlais d'exponentiel, je vous montrais tout à l'heure 1,8 million d'euros. Là, on est quasiment à x10 par rapport à la startup en seed. Donc, vous pouvez un petit peu imaginer la taille de l'entreprise qui croît très exponentiellement. 15 personnes en seed, entre 20 et 50, ça dépend du type de startup. En série A et série B et C, D, ça continue d'augmenter. Après, il n'y a pas nécessairement un an entre chaque série. Le calcul n'est pas aussi simple, quoi. Non. Il peut y avoir un an et demi, 2 ans, et toi, tu gères ton argent comme tu veux, tu recrutes comme tu peux, et voilà, tu essaies de... Les startups sont comme une petite embarcation versus un gros bateau. Une startup va être très fortement impactée par les aléas. Quand la mer est plate, la startup, elle va beaucoup plus vite que le bateau cargo. Quand la mer, elle est démontée avec des vagues de 4 mètres, quand on a une coque de 12 mètres versus une coque de 100 mètres côté bateau cargo, c'est pas tout à fait la même chose. Donc évidemment qu'une startup peut stagner sur son stade série A pendant plusieurs années, et généralement là, c'est là où les fondateurs doivent trouver des ressources, faire ce qu'on appelle des financements bridge, des ponts, pour passer l'orage et donc baisser sa valorisation, couper dans certains postes, etc. C'est aussi un risque pour vous. Une startup qui arrive dans un marché qui est en retournement ou qui est un peu instable augmente le risque de vous faire virer, pas parce que vous êtes mauvais, mais tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. En tout cas, ton analogie avec la mer va énormément parler à tous mes viewers, vu qu'on est sur la chaîne Benjamin Autisme, très connue. Très connu de tous, donc ces analogies de mer énervée, etc., ça nous parle. Mais écoute, j'essaye de faire de mon mieux pour illustrer un petit peu des choses qui peuvent être très abstraites et qui sont forcément évidentes pour moi, mais qui, quand j'avais 22 ans, étaient complètement impossibles à comprendre. Et, je fais partie du même bateau. Ouais. Je fais partie du même bateau, genre je captais rien pendant longtemps. Et c'est pour ça que j'essaie de compléter un petit peu ce que tu dis, parce que tu as l'air d'être à l'aise avec plein de termes, etc. Je me dis qu'il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec tous, des termes anglais. Je suis content d'être là pour essayer aussi d'amener mon apprentissage récent du truc, pour créer encore plus de passerelles avec les gens. J'espère que ça reste compréhensible pour tout le monde. Eh ben, moi aussi. Mais après, on pourra aussi préciser un certain nombre de choses pour les plus motivés dans les commentaires, bien entendu. Après série A, série B, C, si on revient un petit peu sur mon schéma, vous voyez que on va aller chercher de moins en moins d'utilisateurs une fois qu'on avance. Et donc, du coup, on va généralement, en série B, C, aller internationaliser la startup, essayer d'aller chercher de nouveaux marchés, etc. Donc, c'est faire encore plus levier sur le produit
qui est déjà en place et déjà commercialisé sur la cible principale et sur le main market, sur le marché principal qui est visé par la startup. Si c'est une startup française, généralement, elle vise d'emblée le marché français, puis elle va aller chercher le marché européen ou alors essayer d'aller attaquer le marché américain. Donc en série B et C, globalement, la startup, elle a déjà décollé. Elle continue de lever des fonds, beaucoup de fonds, généralement plusieurs centaines de millions. Elle va compter centaines de collaborateurs et c'est un moment intéressant pour rejoindre parce que le rapport risk-reward est assez bon et peut-être meilleur que dans les stades précédents et meilleur que dans les stades d'après. Vous pouvez avoir un poste spécialisé, mais il y a aussi des postes de direction qui sont ouverts et qui sont intéressants à prendre. Et il est toujours possible de bénéficier de certains incentives d'accès au capital comme des stock options. Donc c'est un stade où il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est intéressant de regarder les startups qui sont à ce niveau-là. Si vous cherchez un job, pas plan-plan, hein, vous allez avoir du taf, mais qui est minimum sécurisant. Et ça, pour trouver les startups qui sont en série B et C, du coup, pour éventuellement postuler, pour regarder leurs offres, etc., pour bien se mettre, quoi. T'as un site pour ça? T'as un endroit? Il y a un endroit, une plateforme qui rassemble tout ça? Moi, j'utilise Crunchbase. Et on en parlera juste après. Série D, E, bon là on commence à tutoyer le ciel. C'est généralement le stade où on se dit ça y est, elle a passé le stade de startup. Alors pour pas dire entreprise classique, on garde quand même le côté up et on appelle ça une scale-up. Scale, ça veut dire croître, s'étendre. C'est une startup qui est très grosse et qui lève beaucoup de fonds et qui a beaucoup d'utilisateurs. Par exemple, PayFit est une scale-up. PayFit, qui est un logiciel de gestion de paye pour les entreprises, a levé plus de 500 millions d'euros, a levé 250 millions d'euros sur sa série E. Donc en une fois, boum, 250 millions d'euros et à une valorisation de 1,6 milliard. Mais je vous parle même pas des scale-up américaines où c'est encore plus délirant. Là, à ce stade, vous intégrez une entreprise comme une autre. Passé un certain stade de maturité, on peut se dire que les startups, c'est too big to fail, qu'il n'y a plus de risque, si vous voulez, à rentrer dans une startup comme PayFit. Je voudrais prendre 3 exemples très rapidement de startups qui étaient énormes et qui se sont complètement crashées. La première, c'est Theranos, startup fondée par, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le nom de la fondatrice, mais on pourra le mettre à l'écran, qui était une startup qui proposait de faire des analyses sanguines avec seulement une goutte de sang. La fondatrice n'avait pas de compétences médicales particulières, puisqu'elle a arrêté ses études très tôt, mais par contre avait une capacité de persuasion gigantesque et ils ont faké le truc pendant des années en utilisant des machines d'analyse qui n'étaient pas les leurs et qui étaient des machines classiques utilisées par les hôpitaux. Ils ont menti aux investisseurs, aux institutionnels, à l'État américain, aux pharmacies, aux utilisateurs pendant des années et ont monté une bulle en levant des fonds astronomiques qui a fini par éclater il y a quelques années. Et je vous recommande d'aller regarder un petit peu des séries, des films sur ce fail monumental. Vous avez aussi WeWork, qui est une entreprise qui a menti sur sa valorisation pendant des années, qui se valorisait comme une entreprise tech, mais en réalité est une entreprise de real estate, de gestion de biens et de bureaux. Hein, tout le monde connaît WeWork. Et donc du coup, pareil, bubble, explosion, problème avec les investisseurs, crash de l'entreprise. Et le dernier en date est FTX, qui était le deuxième exchange mondial, le premier exchange américain de crypto, et qui a explosé littéralement un vol avec son fondateur. Plein d'histoires extrêmement cringe autour de cette entreprise, mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le fondateur, il a créé une backdoor qui lui permettait de prendre de l'argent depuis FTX, puisque c'est un exchange, donc ça brassait énormément de thunes, de se l'envoyer sur une société dont il était propriétaire et de faire du trading avec. Évidemment, ça a fini par péter. Le dénominateur commun qu'on voit à travers ces 3 startups, quand même too big to fail, mais qui fail quand même, c'est quand même une propension au scam énorme de la part des dirigeants, quoi. Elles ont pas fail parce que c'était des startups pourries, le marché s'effondrait et tout, c'est parce que genre c'était des enflures, les boss. Alors, à part pour Theranos, c'est vraiment un pur scam. Là, il y a vraiment un procès qui est fait. Pour ce qui est de FTX et WeWork, je ne pense pas personnellement que la volonté des fondateurs était de scammer. Mais par contre, c'est des gens qui sont hyper arrogants, extrêmement ambitieux, qui ont maquillé la réalité et qui ont quand même joué le jeu des startups, c'est-à-dire lever des fonds, essayer de faire de la croissance, etc. Le principe d'une startup, si vous voulez, c'est de tricher. C'est de faire mieux avec moins, d'être plus performant, d'être plus innovant. C'est de la piraterie. Donc, vous vous exposez quoi qu'il arrive. Les scams comme Theranos, c'est très rare, mais les fails et les survalorisations dans les startups, on le voit avec Tesla. Tesla a une valorisation qui est délirante parce qu'elle est valorisée comme une startup et pas comme un constructeur de voitures. Fake it until you make it. Putain, je l'ai très mal dit. Fake it until you make it, donc falsifie un peu tout jusqu'à ce que la boîte marche pour de vrai, et là dans ce cas c'est bon, ça gomme un petit peu le fait que t'as été un enfoiré. Mais si ça te pète à la gueule, eh ben du coup tu n'as plus que tes yeux et ta malhonnêteté pour pleurer. Meta a mis énormément de temps à trouver un modèle de rentabilité. Ça a été très compliqué pour Facebook. Ça gagnait pas d'argent pendant des années, ça gagnait rien du tout.
toute startup peut exploser en vol. Donc en fait, si je récapitule sommairement, ne rejoignez pas une compagnie en pré-seed parce que ça pue la merde. Ne rejoignez pas une compagnie en seed parce que ça pue la merde. Rejoignez-y là en série A parce que ça va. Série B, série C, ça va ok aussi. Série D, ça va foirer quoi qu'il arrive parce que les gens sont tous des enfoirés de menteurs. Voilà les amis, amusez-vous bien. On a fini avec la vidéo. C'était Benjamin Code et Martin Navet et on s'en va. C'est pas du tout le message que je veux faire passer, mais j'espère que les viewers auront bien compris. Si on s'intéresse maintenant un petit peu à comment on analyse, comment on trouve des startups, qu'est-ce qu'on peut gagner. Déjà, où sont les startups? Les startups, vous les trouvez toutes sur Crunchbase. Crunchbase, je sais même pas ce que c'est. C'est une base de données qui recense toutes les levées de fonds, les startups, le nombre d'employés, les différentes séries qui ont été faites, etc. Donc déjà, c'est une mine d'or si vous voulez un petit peu creuser et se dire, bon, j'ai envie de travailler dans tel secteur, c'est celui-là qui m'excite. Crunchbase, vous allez avoir pléthore de startups et vous saurez si elles sont financées ou pas, si elles ont une potentielle bonne santé ou pas, etc., etc. En utilisant les grilles d'analyse que je vous ai proposées juste avant. Ça peut être un bon point pour aller chercher des startups dans lesquelles vous pourriez postuler. Et pour postuler, je vous recommande fortement de suivre les conseils que j'ai donnés dans la vidéo précédente. On mettra le lien en description, j'imagine. Vous pouvez aussi aller jeter un œil du côté de tous les incubateurs qu'il y a en France. Le plus connu à Paris, c'est Station F, mais il y en a plein. Je vais pas vous en faire la liste. C'est un travail que vous pouvez faire de votre côté en fonction de la région dans laquelle vous habitez, etc. Il y a aussi un moyen qui est de passer par les fonds d'investissement. Allez regarder quel fonds d'investissement investit dans quelle startup. Et là, je vous mettrai aussi le lien en description. Il y a un Notion qui est assez bien fait qui s'appelle European LP List, sur lequel vous allez trouver tous les fonds qui existent en Europe. Et donc, vous pouvez aller dans les fonds et aller regarder dans la section portfolio quelles sont les startups qui ont été financées par ce fonds et éventuellement aller regarder les offres d'emploi, etc. Parce que c'est justement un bon moment d'aller taper à la porte des startups qui viennent de lever des fonds parce qu'ils ont plein de thunes et ils sont en période de recrutement intense justement et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin justement d'engager du monde, des gens compétents. Si vous tapez à leur porte pour travailler pour eux, votre candidature elle sera bien quoi. Je trouve que c'est important de le rappeler parce que les juniors sont souvent là, juniors, médiors, etc. On peut être là en mode putain mais où est-ce que chercher du travail sur les sites là, on est toujours des milliers à postuler au même truc, etc. Mais si vous recherchez par qui vient de lever des thunes, il y a moyen de vous illustrer un petit peu. Et en plus, si vous arrivez en disant hey, j'ai vu que vous avez levé des sous maintenant, etc. C'est cool, blabla, et que vous leur montrez, vous connaissez un petit peu, vous comprenez comment l'écosystème fonctionne, ils vont se dire bon, ce mec il est pertinent, il comprend, il sait de quoi il parle et tout. Ce mec ou cette nana d'ailleurs. Donc vas-y, donnons-lui sa chance. Je pense que c'est un gros avantage de faire vos propres recherches et de pas uniquement de passer par des sites d'offres d'emploi. Comme le dit Ben, et j'appuie dessus, c'est très rare que des candidats juniors en plus arrivent en disant ouais, j'ai vu que vous venez de lever tant auprès de tel fonds, j'ai vu les autres startups qu'ils ont aussi, c'est un bon fonds, vous devez être bien conseillé aussi. En tout cas, tout ce contexte-là, moi, je le trouve hyper favorable et je suis super intéressé, etc., etc. Pas beaucoup de gens abordent les startups de cette manière-là. Absolument. Donc maintenant, venons à ce qui va beaucoup vous intéresser, à savoir quels sont les incentives, les récompenses dont on peut bénéficier quand on rejoint une startup, au-delà du salaire. En France, il y a un mécanisme qui est extrêmement répandu et utilisé qui s'appelle les BSPCE. Ce sont des bons de souscription d'actions qui vous permettent d'acheter demain des actions de la startup au prix d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même un avantage certain. En plus de ça, vous pouvez avoir sur ces bons de souscription d'actions un discount supplémentaire sur la valeur des actions d'aujourd'hui. Donc, les payer au prix d'hier. Prix d'hier, ce que ça vaudra demain, merveilleux. Merveilleux, pas sûr. Parce que à ça, il y a un certain nombre de contraintes associées et souvent les gens voient ça comme un mécanisme un peu magique, aussi bien les fondateurs que les employés, et se posent pas les bonnes questions et se retrouvent déçus à terme quand ils se rendent compte que c'est pas aussi bien que ce qu'ils avaient anticipé. Ça crée des litiges, des problèmes. Donc, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, les actions de l'entreprise que vous venez de rejoindre, la startup, elles valent 100 €. Donc, on va vous octroyer, par exemple, 100 bons pour acheter 100 actions, plus ou moins quand vous voudrez. En réalité, vous pouvez pas exercer vos bons quand vous voulez. Vous avez ce qu'on appelle une période de vesting qui va durer généralement 4 ans et vous allez acquérir les droits progressivement. La première année, vous récupérez 0 droits. La deuxième année, vous récupérez 25%, donc 25 droits d'achat d'actions. Puis la troisième, 50, puis 75, puis 100%. Évidemment, si vous partez, vous êtes licencié ou vous démissionnez en plein milieu, vous ne récupérez pas la totalité de vos droits d'achat d'actions. Mais vous avez 100 actions que vous pourrez acheter le jour où votre vesting sera terminé. Donc, le prix de ces actions au jour où on vous octroie les BSPCE est de 10 000 €, puisque vous avez 100 actions à 100 €. Donc, c'est ce que vous devrez payer quoi qu'il arrive.
c'est pas gratuit. Première chose qu'il faut bien intégrer. 4 ans se passent. Au bout de ces 4 ans, vous avez la possibilité de racheter 100% de vos BSPCE. Et la startup, elle a fait x10 en valorisation. Donc, on avait une action qui valait 100 euros. Maintenant, elle vaut 1000 euros. Donc, vous avez 100 000 euros. Vous avez 100 000 euros de valeur à votre disposition. Mais en réalité, en net, ce que vous avez, c'est 90 000 euros, c'est 100 000 euros, moins les 10 000 euros que ça coûte d'acheter les BSPCE. Tout le monde me suit dans le calcul. Donc, ce que vous récupérez, si vous achetez pour 10 000 euros d'actions, vous avez en réalité 100 000 euros et donc le delta, c'est 90 000 euros. C'est votre bénéfice. Mais ce bénéfice, il n'est pas réalisé puisque vous l'avez en actions. Et donc, il faut aussi, en plus de ça, attendre que quelqu'un veuille bien racheter les actions qui valent aujourd'hui 90 000 euros que vous détenez. Donc, le jour où vous exercez vos BSPCE et que vous achetez vos actions, vous avez perdu 10 000 euros, mais vous n'avez pas gagné 100 000 euros sur votre compte. Vous avez juste 100 actions qui valent 100 000 euros, mais qui peut-être demain, et vous l'avez vu avec les exemples que je vous ai montrés, vaudront 0 euros. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les BSPCE, on ne les exerce pas et on attend que la startup se fasse racheter ou fasse une entrée en bourse, etc. Et ça peut prendre pas que 4 ans, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Donc quand vous acceptez des BSPCE, si vous voulez vraiment le jackpot, il faut que vous ayez conscience que vous allez devoir rester très longtemps dans la startup. Et non pas que ces 4 ans pourraient débloquer. C'est pas que ça. Il faut rester encore un paquet de temps jusqu'à ce qu'il y ait l'opportunité pour les revendre à quelqu'un d'autre. Exactement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a des plateformes qui permettent de liquider, de rendre liquide des BSPCE. Et cette plateforme, il y en a une en France qui s'appelle Caption. Et donc, pour les startups qui sont listées sur cette plateforme, vous êtes autorisé en tant qu'employé à vendre vos BSPCE à quelqu'un qui voudrait les racheter. Un investisseur travaille chez Payfit. Moi, en tant qu'investisseur, je me dis, tiens, c'est quand même, j'ai pas Payfit dans mon portfolio. Il y a des gens qui vendent leurs BSPCE à tel prix sur la plateforme, ben, je vais les acheter. Et donc, vous pouvez mettre à disposition vos bons de souscription d'actions sur cette plateforme et rendre la chose un petit peu plus liquide. Mais encore une fois, ça ne va marcher que pour les startups les plus successful. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que vous devez être conscient que la startup pour laquelle vous acceptez des BSPCE, vous avez confiance très forte, une conviction très forte qu'elle va percer et qu'à terme, elle sera rachetée, elle fera une entrée en bourse, etc. Il y a aussi de nouveaux mécanismes qui, avec la blockchain, permettent d'accéder à de l'actionnariat, d'être actionnaire et employé en même temps. Et c'est des choses qui sont encore un peu embryonnaires. Il y a une startup qui s'appelle Futures dans laquelle j'ai notamment investi qui propose ça. Et donc, on voit émerger des nouveaux mécanismes un peu plus simples, un peu plus fiables aussi et un petit peu plus logiques pour récompenser en capital les salariés. Mais ce serait peut-être, c'est carrément le sujet d'une autre vidéo. Donc Martin, on est arrivé au terme de cette présentation et alors qu'est-ce qu'on peut éventuellement en conclure? C'est quoi la meilleure strat? Où est-ce qu'on doit se faire embaucher? Où est-ce qu'on doit mettre notre argent? Comment on devient riche, Martin? Comment on devient riche? Parce que j'ai regardé 1 heure de vidéo pour m'enrichir, donc tu as intérêt à me donner un truc là. Donne-moi une tips. Ça, c'est très dur, Ben. Il y a plein de moyens de devenir riche. Tout ce que tu veux, c'est comment on devient riche à coup sûr. Et sans trop rien foutre. Attends, du coup, c'est pas possible. Non, mais si on veut devenir riche, en tout cas, si on veut pouvoir être riche, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est que vous ayez conscience de la valeur que vous avez et la valeur, donc vous avez une valeur intrinsèque, vous avez des compétences, vous savez ce que vous valez, mais vous ne valez pas la même chose en fonction de ce que vous êtes à différents stades de start-up. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est trouver quel est le bon moment pour vous, compte tenu de vos compétences, de vos capacités, pour rentrer et donc faire levier le maximum sur vos hard skills et vos soft skills. Vos hard skills, c'est vos compétences techniques et vos soft skills, c'est votre manière de travailler. Il y a des gens qui sont OK de bosser 12 heures par jour, de faire plein de trucs et de dire ça, je sais pas le faire, mais je saurais le faire. Il y a des gens qui sont pas du tout OK avec ça. Il y a des gens qui veulent dire, moi, je sais faire ça et je veux bosser que 8 heures par jour et pas me prendre la tête. Donc en fait, ce qui est important, c'est de repérer la startup, le secteur et le stade auquel vous serez le plus valorisé en réalité. Je trouve que c'est une très bonne conclusion parce que ça remet en effet le curseur sur pas nécessairement les thunes, ce qui n'est pas l'objectif numéro 1 d'une vie, mais c'est effectivement trouver l'endroit où notre valeur est récompensée à sa juste valeur et là où on sera le plus pertinent en fait par rapport à ses compétences. C'est exactement ça. Si vous êtes très bon et qu'en plus vous vous placez au bon endroit, c'est un peu comme vous mettez pas Messi en défense. Si vous mettez Messi en défense, c'est une burne absolue. Il va se faire éclater. Et pourtant, c'est le joueur le plus cher au monde. Alors que si vous le mettez en attaque, avec magie, ça marche. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est ça que vous devez un petit peu faire. Et en effet, l'argent, il vient avec la valeur produite, avec la qualité, et il vient toujours, surtout dans le secteur de la tech. Si vous suivez cette chaîne, vous avez la chance inouïe d'être aujourd'hui déjà au bon endroit au bon moment. Et il reste peut-être plus qu'un petit pas à faire sur le côté ou devant ou derrière pour trouver votre sweet spot et le job de rêve. Donc Martin, on n'épilogue pas, cette conclusion était parfaite.
Merci beaucoup d'être revenu sur la chaîne, c'était un énorme plaisir de t'avoir de nouveau. J'espère qu'on va continuer de faire des choses ensemble, investir dans les mêmes boîtes ensemble. J'aimerais ajouter un truc là-dessus à propos de la chaîne. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 ans et je trouve que c'est trop long. Moi, j'aimerais bien revenir plus souvent si tant est que les gens m'apprécient. Et le message que je te fais passer à toi, Ben, moi, c'est mon plaisir de faire ça. Et donc, je reviens quand tu veux et le plus tôt possible. Énorme. Eh ben, mettez ça dans les commentaires si vous voulez revoir Martin. Dites je veux revoir Martin. On se rejoint une prochaine fois pour une autre vidéo avec Martin et d'autres vidéos sans Martin. Mais dans tous les cas, ça sera bien. Merci à tous. C'était Benjamin Code et Martin. Ciao, ciao, ciao.